Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. It's your brother Amir Junaid Muhadith, formerly known as Loon from Bad Boy Records. Un rappeur ou un artiste qui décide d'abandonner plus ou moins sa carrière pour se consacrer à Dieu, parmi les artistes américains, ça commence à devenir assez commun en fait. C'est-à-dire qu'on en voit souvent et très souvent aussi, on sait qu'ils font des petits arrangements avec leur manière de pratiquer pour pouvoir continuer à avoir les revenus de leur musique d'un côté et de l'autre côté, effectivement, continuer à pratiquer leur religion. Cette espèce de jointure que font beaucoup encore plus dans l'histoire de Bad Boy a quand même ancré dans l'esprit de tout le monde que laisser la musique, les belles gosses, les voitures fancy, les concerts super remplis et tout cet univers clinquant était quand même hyper difficile. Et c'est pour ça que l'histoire de Loon, qui a quitté plus ou moins Bad Boy pour se consacrer à la religion musulmane, surprend voire fascine certains parce qu'il n'a pas fait que partir de l'industrie du disque. Il a aussi cessé d'écouter la musique pendant 12 ans, y compris sa propre musique. First and foremost, music is not permissible in Islam, even though you have a lot of Muslims out there, who have some deficiencies in their faith. Alors, comme toujours, il ne s'agit pas ici de faire du prosélytisme religieux ou alors d'attaquer et de juger les croyances religieuses de tout le monde. La chaîne de 7%, c'est de l'autre côté. Ici, on va plutôt essayer de revenir sur la carrière du petit Chauncey Amandlo Kings, le vrai nom de Loon, qui aujourd'hui donc s'appelle Amir Junaid Muhadith. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça fascine. Parce que cette histoire commence à Harlem. Comme dans l'histoire de beaucoup de rappeurs, c'est un jeune homme qui est passionné par la culture hip-hop et plus ou moins rien ne le prédestinait à être l'objet de tous les débats comme il est actuellement. Le petit Chauncey est un peu turbulent mais il a un certain talent. Sa grand-mère qui avait plutôt peur qu'il ne devienne un gangster au vu de l'environnement à Harlem et va quand même le prendre et l'envoyer chez son parrain qui n'était autre que George Jackson, le producteur de films à qui ont droit Crush Groove ou encore New Jack City. Donc de fait, Loon va grandir sur la côte ouest dans un environnement plutôt aisé. C'est plutôt lui le turbulent de la bande et c'est donc comme ça qu'on va le surnommer Loon parce que ça veut dire imbécile, celui qui fait un peu le clown. Et à l'âge de 17 ans, il se décide finalement à se lancer dans une carrière dans le rap. C'est comme ça qu'il revient sur cette terre à New York, qu'il redécouvre l'environnement du hip-hop de l'époque et il va rencontrer Fat Man Scoop qui va réussir à le faire signer sur le label Tommy Boy. Mais Fat Man Scoop s'en va, l'équipe ne sait pas exactement quoi faire de lui et de fait, on lui rend son contrat. Mais il n'abandonne pas et il va devenir un ghostwriter pour pas mal d'artistes de l'époque, notamment sur le premier album de Shaquille O'Neal. C'est lui qui écrit la plupart des textes et il se fait repérer par plusieurs majors qui aiment l'ensemble de ce qu'il propose, à savoir qu'il a un beau physique, il a ce côté un peu gangsta qu'il faut ramollir, donc Clive Lewis le signe, mais il ne bosse pas tout de suite sur le projet Loon. C'est donc ainsi qu'il va accepter de signer sur le projet Harlem World de Maze. C'était un groupe avec plusieurs autres artistes issus d'Harlem. Il était censé avoir d'autres gros noms, mais finalement on va y retrouver Loon, la sœur de Maze, Blinky Blink ou encore Sugaji, et le premier single de l'album qui était en compagnie de Kelly Price, c'était ça. Leur album sort, et c'est important de le retenir, en mars 99. En avril 99, Maze va aller à la radio et il va faire cette fameuse interview où il va révéler qu'il abandonne le rap pour la religion. Ce qui est très difficile pour Loon et les autres à l'époque, c'est que les gars ont plus ou moins mis en retrait leur propre projet solo en se disant on va aller sur l'album de Harlem World, mais il vient de cartonner, il va nous donner une exposition et ensuite on va pouvoir l'exploiter. Sauf que quand l'album sort, un mois après l'album, alors qu'il y a plus ou moins un bon démarrage, notamment dans la street, mais il les abandonne pour dire que lui, c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est une chose que, curieusement, pour la suite de l'histoire, Loon ne va pas lui pardonner, mais il va bien être obligé d'accepter parce que Maze avait choisi la soutane. Well, if you got your Bibles, I want you to open them up to Genesis. Donc là, il est obligé de repenser son plan de carrière, mais malgré tout, Maze laisse un espace chez Bad Boy Records. Il va voir Clive Davis en lui demandant, bon, finalement c'est vrai que Harlem World n'a pas cartonné de ouf, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose pour moi? Et Clive Davis n'a pas la vision pour Loon. C'est donc comme ça que son manager de l'époque, qui est d'ailleurs toujours très ancré dans le game, Mark Pitts, l'appelle un jour pour lui dire, ce serait cool que tu ailles rejoindre Didi pour lui écrire certains textes pour son prochain album. Il va y aller parce
parce qu'il était censé écrire 2 textes, il va en écrire 12 et finalement il va bien s'entendre avec Diddy. C'est donc là que Diddy va le placer sur plusieurs projets et notamment l'une de ses premières apparitions en solo, c'est sur le remix de Promise de Jacket H. Le diable travaille dur, mais Diddy, notamment à cette époque-là, travaillait encore plus dur. Parce que là, il recrute un rappeur d'Harlem qui a un bon look, un flow qui peut sembler sur certains points très similaire à celui de Maze. Maintenant que Maze est à l'église et ne peut plus lui servir, mais je veux le pousser comme une sorte de remplacement de Maze sur ma propre structure et c'est exactement ce qu'il va faire. Parce qu'on va retrouver Loon sur le premier single du 3e album de Fate Events, You Get No Love. Et bien sûr, début 2001, il va exploser avec I Need a Girl. Et son exceptionnel... Enfin, d'ailleurs, il faut qu'on ait ce débat là en fait. Dites-moi dans les commentaires. Vous êtes plutôt I Need a Girl Part 1 ou I Need a Girl Part 2? C'est très délicat comme débat. Et les gens qui sont I Need a Girl Part 1 là, on n'est pas amis. Parce que Gino Wine... Bref, les 2 versions cartonnent. À partir de là, Loon devient mainstream. Les filles l'adorent, il y a ce rapprochement effectivement qui est fait dans la rue entre son flow et celui de Maze, mais de l'autre côté malgré tout, il semble incarner le truc, le rappeur soft bad boy un peu fancy, un peu cool que tout le monde peut écouter chez lui, aussi bien les hip-hopers que les fans de R&B. C'est pour ça que Tony Braxton l'invite sur le fameux, le classique, le légendaire The Freeway. Bon, la chanson est un flop, mais c'est un des flops les plus injustes de toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que j'étais obligé de la hyper autant, parce que je trouve que ce beat-là, vous le mettez dans une morgue, mais ça se transforme en The Walking Dead. Déjà, il va se servir de cette notoriété pour lancer son premier album. Le premier single était avec Mario Winans, Down From Me. On va aussi avoir un autre single avec Kelis qui s'appelait How Do You Want That? Mais aussi à ce moment-là, Loon n'oublie pas. Il n'oublie pas que sa carrière a plus ou moins pas été lancée comme il voulait qu'elle soit lancée à cause de Maze et de l'église. C'est pour ça que dans la chanson avec Snoop Dogg sur Bad Boy 2 qui s'appelait Gangsta Shit, il va le traiter de lâche. Toutefois, les chiffres ne vont pas lui donner raison, à savoir que son premier album, malgré énormément de collaborations, notamment un des premiers singles produits par Akon, ne va pas avoir des chiffres de fou. Il va avoir de la peine à arriver aux 400 000 ventes et effectivement, Diddy à l'époque se dit, vu l'investissement, 400 000 ventes ce n'est pas assez, donc il retire légèrement, voire beaucoup, son attention de Loon. C'est donc comme ça que Loon décide simplement après un album de quitter Bad Boy. Probably after the argument with Diddy, when Styles threw the chair at Puff. C'est dans cette vidéo-là, et je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo sur Bad Boy, que plusieurs d'entre eux, notamment Jadakiss et Styles P, vont à la radio et dénoncent notamment les contrats d'édition de Diddy. Sauf que lui, Loon, quand on va venir le voir quelques mois plus tard pour lui dire « Mais les gars sont à la radio en train de se plaindre, est-ce que toi tu es sûr que tout va bien ?» Il va dire que non, tout va bien parce que je me suis séparé de Diddy en très bons termes, mais en plus, moi j'ai toujours vérifié mes contrats en fait. Tout ce que j'ai m'appartient et il faut savoir que quand j'ai sorti I Need a Girl Part 1 et I Need a Girl Part 2, je n'étais même pas encore signé chez Bad Boy Records. Je faisais que des collabs avec Diddy et c'est en me servant de ces succès-là que j'ai négocié mon contrat au prix fort. It took off. It actually gave me bargaining power. It actually gave me leverage to negotiate a deal with Puff. I own my publishing. Like, I don't have this problem. Un homme de qualité, on vous a dit. Mais l'après Bad Boy va s'avérer assez difficile, voire terriblement difficile pour Loon. Il vendait une image de mec très accessible, de gars que tout le monde pouvait aimer ou écouter quand il était chez Bad Boy. Ensuite, il va devenir très gangsta. D'ailleurs, il va avoir un autre bif avec Maze quand Maze va vouloir plus ou moins signer chez G-Unit. Mais ça, on le verra dans une partie sur Maze. Il va avoir un autre bif avec Jim Jones. Son label Boss Up qui va lancer en 2005 va enchaîner les flops. En 2006, son album No Friends, qui était d'ailleurs assez revanchard, va lui aussi flopper. Et je pense toujours que même si effectivement, il ne bénéficiait plus de la machine Bad Boy, l'un de ses gros soucis était la déconnexion entre l'image qu'il vendait au début et l'image de gangsta rap très pur qu'il vendait sur la suite. D'ailleurs, l'album juste après qui s'appelait Wizard of Harlem et qui était lancé par un premier single 10 à Maze va lui aussi très durement flopper. Girls,
everybody got this perception like you a lover, man, but now... I am. I love the ladies, your ladies. Et en 2007, il va essayer de plus ou moins se rappeler, ou alors de rappeler au public ces années bad boy. Il va appeler D-Dep, pour ceux qui ne s'en rappellent pas. C'était notamment ce hit Special Delivery. Ils vont faire un album en commun qui s'appelait Bad Boy. Il va même avoir un featuring avec T-Pain et avoir un featuring de T-Pain en 2007. C'était big, mais rien ne va fonctionner. Loon était plus ou moins redevenu un mec du ghetto très hard qui clashait les gens. D'ailleurs, il s'était aussi battu avec Fortical dans un salon de coiffure. Fortical dit qu'il a battu Loon, Loon dit qu'il a tapé Fortical. Bref, la descente plus ou moins aux enfers était de plus en plus difficile, la pente était rude et c'est là en 2008 qu'il va commencer à voyager. Il va faire plusieurs voyages dans le monde et il va être selon lui assez touché par l'hospitalité des musulmans qu'il va rencontrer dans le monde et quand il va arriver à Abu Dhabi, il va décider de se convertir à la religion musulmane et donc de ne plus être Loon ou Chauncey Lamond Hawkins mais de devenir Amir Junad Muad'Dib. With me, I actually really love the music, but it's the lifestyle that's really the bad influence, you know. Cette nouvelle, à l'époque, a fait un gros buzz dans le monde du hip-hop parce qu'effectivement, même si Loon n'avait plus de gros succès au moment où il le fait, c'était un personnage connu du hip-hop. Le fait qu'on le voit avec sa barbe, ses tenues de prière, vont passer pour certains, notamment sur la scène américaine, comme une sorte de radicalisation. Certains vont justement accuser une autre fois Diddy en disant que Maze est passé chez lui, il est devenu pasteur, Shine est passé chez lui, il s'est confié à la religion et maintenant Loon passe chez lui, le voilà qui devient musulman et qui prétend avoir la volonté plus tard de devenir imam. Sauf que Loon ne va entendre aucune de ces critiques-là. Au contraire, il va aller aux États-Unis, il va prendre toutes ses affaires, il va prendre sa femme et ses enfants, il va les convertir et ils vont tous aller vivre en Égypte. But now I'm in this lifestyle stuck. I became entertainment for people. And this wasn't happiness. It wasn't happiness. L'histoire aurait pu s'arrêter là et aurait d'ailleurs ressemblé à un conte des 1001 nuits, à savoir que le rappeur américain qui trouve Allah, sa femme et ses enfants s'en vont sur le tapis volant d'Aladin et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, loin de l'écosystème absolument toxique de l'industrie du disque américaine. Parce que Loon dit avoir vécu plus ou moins mal tout ce qui était clinquant et fancy dans l'industrie du disque américaine. Il précise même, et c'est une phrase qui va marquer, qu'il payait pour la maladie alors que la guérison était gratuite. You see the $100,000 cars, you see a lot of diamonds, you see, you know, for men, for the sake of men, you see a lot of females and they think that this is, you know, this is a life. It's another means of paying for the disease, but ultimately, whether you're a person that knows or don't know, the cure still remains free. Certains le voient en héros de dénoncer ce système américain qui purge les âmes et d'autres le voient en total fou radicalisé qui, quand il n'aura plus d'argent, va cesser de faire ces petites bêtises là avec Allah et va revenir vite fait, bien fait derrière les micros. C'est plus ou moins dans cet écosystème là que Loon vit entre 2008 et 2011 et justement en 2011 il fait un petit voyage en Belgique et quand il veut quitter la Belgique il se fait arrêter par les autorités belges. Pourquoi? Un mandat d'arrêt contre lui avait été émis aux États-Unis pour trafic de drogue entre 2005 et 2006 et c'est donc comme ça que sa vie va plus ou moins totalement basculer parce qu'il va être en prison dans un premier temps en Belgique et ensuite il va être extradé aux États-Unis et quand il va arriver aux États-Unis sa peine va être plutôt lourde parce qu'il va prendre 14 ans de prison pour avoir essayé ou alors vendu 1 kilo ou plus de cocaïne. La peine était apparemment aussi lourde parce qu'il aurait eu des petits incidents dans son adolescence et donc de fait le juge a tout compilé et lui a donné 14 ans de prison. Ce qui encore une fois a ému aussi bien sur la scène hip-hop parce que là donc on s'est dit c'est quand même un peu dur pour un trafic de drogue et de l'autre côté aussi sur pas mal d'associations musulmanes qui se sont dit est-ce qu'on ne le juge pas aussi durement parce que c'est un artiste américain de hip-hop qui s'est confié à la religion musulmane. Une longue bataille va démarrer, la famille de Loon va rentrer aux États-Unis et souvent pour se défendre dans plusieurs interviews, Loon explique qu'en réalité il a été piégé. Il dit qu'il a connu plus ou moins 2 mecs qui l'ont contacté par rapport à son label. Ces mecs-là trafiquaient de la drogue, mais ils n'en savaient pas plus. Et que quand ces mecs-là sont allés devant la police, en fait, ils ont fait passer Loon pour le leader
du trafic de drogue, alors que lui n'avait qu'un rôle mineur où il n'avait rien à voir avec cette histoire en fait. Lui voulait travailler avec eux sur le rayon musical et finalement il se serait fait piéger. C'est cet argument-là qui va être utilisé à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années pour qu'il se fasse libérer. Plusieurs associations musulmanes vont se battre en disant qu'il faisait partie des musulmans persécuté dans le monde afin qu'il sorte de prison. Ça ne va pas fonctionner. Le monde du hip-hop aussi va essayer de le sortir de là. En 2019, il va y avoir une lettre signée par Faith Evans, Mary J. Blige, Benzino et plusieurs autres artistes hip-hop, sauf Diddy, pour demander à ce qu'il sorte de prison. Ça ne va pas fonctionner non plus. On va même aller jusqu'à demander à Donald Trump de le gracier. Et là, c'était vraiment du rêve. Imaginez le dossier de Loon devant Donald Trump, en fait, avec tous les arguments que je vous ai donnés là. Imaginez le dossier de Loon devant Donald Trump avec une demande de grâce. Il a dû avoir un fou rire. Et c'est finalement un événement totalement inattendu, le Covid, qui va faire en sorte que Loon sorte de prison en 2020. Sa famille va envoyer plusieurs documents de santé montrant qu'il aurait pu mourir du Covid en prison s'il n'était pas pris en charge de façon urgente. C'est pour ça qu'on va le sortir de prison et réduire sa peine. Finalement, il va faire 8 ans de prison au lieu des 14 ans de prison prévus à la base. Et depuis qu'il est sorti, il est un peu devenu un homme mystère pour beaucoup de gens sur la zone hip-hop parce que la première chose, c'est que contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas fait le va-et-vient, à savoir qu'il n'est plus jamais revenu dans la musique. Et pire encore, il a déclaré à la radio américaine, au Breakfast Club, qu'il n'écoutait pas de musique, contrairement à beaucoup de musulmans qui étaient plus ou moins défaillants avec leur foi en fait. Lui, Loon, respecte les principes de Allah. Donc il ne fait aucune musique, il n'écoute aucune musique, aucun manquement à sa foi depuis 12 ans. First and foremost, music is not permissible in Islam, Even though you have a lot of Muslims out there, who have some deficiencies in their faith, where they may, incorporate certain things in their practice or their daily practice that contradicts the religion of Islam. Quand on lui demande si l'industrie du disque est démoniaque ou alors s'il a fui quelque chose, il répond qu'en réalité ce n'est pas le démon comme on croit le décrire ou alors des pratiques sataniques. Il pense qu'en réalité c'est juste le schéma de vie. Quand tu vis de cette façon-là avec du fancy, des soirées en boîte de nuit, des filles partout, tu t'habitues à un certain niveau de vie qui ne reflétait pas ce dont il avait besoin pour trouver une sorte de paix intérieure. Et il dit d'ailleurs qu'il n'a absolument rien contre Diddy et que le seul truc quand on est chez Bad Boy qui peut poser problème, c'est que Diddy, en plus d'être ton DA, le mec qui s'occupe du label et le mec qui gère le label, c'est aussi un artiste. Donc des fois, il peut y avoir un mouvement concurrentiel et c'est plus ou moins la seule difficulté qu'il semble avoir trouvé chez Bad Boy. Il a d'ailleurs revu Diddy récemment, ils ont échangé, les photos ont paru sur la toile. Certains se sont dit, mais il est vraiment fou, il retourne encore chez Bad Boy. Mais il a expliqué avec beaucoup d'humilité que s'il n'y avait pas eu Diddy, beaucoup de gens ne sauraient même pas qui il est aujourd'hui en fait. Ce parcours de vie, selon lui, il le doit aussi à Diddy et il explique que tout ce qui lui est arrivé de bien ou de mal, en réalité, c'était le parcours que Allah devait lui faire subir, qu'il est totalement prêt, voire fier de l'avoir assumé. Et il a aussi posé le fameux problème des musulmans qui se cachent plus ou moins dans l'industrie du disque américaine en fait, parce qu'il y a pas mal d'artistes musulmans, SZA et plusieurs autres qu'on sait qui sont de confession musulmane, mais qui ne peuvent pas l'exprimer selon lui parce qu'ils seront réprimandés soit par le public, soit par les médias, soit par les maisons de disques. Et selon lui, c'est comme un argument en plus pour quitter l'industrie du disque et la scène médiatique classique, c'est que là, la seule raison qui lui permet de s'exprimer totalement et d'être totalement entier avec la personne qu'il veut être sur sa religion, c'est de ne plus faire de musique. You're not shy about that. Well, I mean, this is the problem. And You get what I'm saying? I absolutely Where people, we know understand. they're Muslim, but now they're very timid, they're very scared, they're kind of undercover. Well, see, this is the overwhelming presence of opposition to Islam that resides in the West. Il fait tout bien, lui n'écoute pas de musique et on aurait pu se dire que ça aurait pu frustrer d'autres musulmans, ça aurait pu passer pour un donneur de leçons, mais au contraire, beaucoup de musulmans l'apprécient, même ceux qui effectivement continuent d'écouter de la musique et de soutenir plusieurs autres rappeurs conseils musulmans qui continuent de chanter en fait, à savoir Busta Rhymes, T-Pain qui est pas vraiment un rappeur est musulman, Mos Def qui est devenu Yassine Bey est musulman, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plein de rappeurs dans le game qui sont musulmans et qui essaient de faire la jointure entre leur religion et leur art, et souvent même qui le cachent en fait. L'un des cas les plus spécifiques et les plus spectaculaires, c'était bien sûr Akon. Comment le label voulait absolument cacher qu'il avait toute une famille, qu'il était polygame, qu'il était musulman pratiquant, et ce n'est que depuis que ce n'est plus trop grave pour lui de l'afficher qu'il fait ce genre de publicité. Hi, I'm Akon. Do you know what the word Eid means?
It means repeat. Reconnect with the ones that make life better. Donc le positionnement de Loon nous fait réfléchir sur la réception que peut avoir un rappeur musulman qui s'affiche ouvertement sur la scène hip-hop entièrement, et aussi sur le paradoxe où on se dit que c'est super bien qu'un rappeur affiche complètement ses convictions et quitte la scène hip-hop, et que de l'autre côté, même pour les personnes qui sont musulmanes, elle continue quand même, tout en respectant son message et son destin, à admirer les autres rappeurs qui n'ont pas forcément choisi la même voie et qui essaient de gérer avec leur religion, ne pas trop l'afficher pour ne peut-être pas être stigmatisés sur la scène hip-hop américaine. Et peut-être que si vous voulez, un jour, on essaiera de savoir dans un sujet politico-social pourquoi c'est stigmatisant de l'afficher. He favored me with freedom, alhamdulillah. Nous arrivons à la fin de cette petite analyse sur la carrière de Loon. Je pense que chacun aura plus ou moins un avis sur ce qu'il a vécu et sur ce qu'il traverse. Mais j'ai voulu faire cette vidéo à la base parce que c'est plus ou moins deux extrêmes avec celle de Sean Kingston en fait. Attention, je ne suis pas ici en train de dire que le fait de croire en quoi que ce soit ou en qui que ce soit est un extrême. Je suis en train de dire que par rapport à l'industrie, on voit quelqu'un sur Sean Kingston qui veut tellement être dans l'industrie qu'il est prêt à tous les déboires, et on voit quelqu'un d'autre qui n'a tellement pas trouvé la paix dans cet écosystème-là qu'il se dit qu'il va aller à l'encontre totale. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est factuel. Et donc de fait, c'est pour ça que j'ai voulu enchaîner ces deux vidéos-là. Le personnage en soi est sympathique, il semble avoir trouvé la paix, un équilibre. Maintenant, il vit aux États-Unis, il a créé une société Paid for Meal où en fait vous pouvez payer pour qu'il distribue de la nourriture aux sans-abri. Il a une seconde entreprise où il organise des remises en forme et c'est chaud quand même. Toutefois, l'ironie du sort dans son histoire, c'est le fait que quand Maze s'est converti, il était hyper virulent avec Maze parce qu'il estimait que Maze était un lâche, Maze avait abandonné le game, Maze ne lui avait pas permis d'avoir le tremplin pour sa carrière qu'il méritait et qu'il était censé avoir de façon normale. Et finalement, quelques années plus tard, lui-même s'est converti à la religion. Et c'est d'ailleurs pour ça que je sais que certains vont le prendre comme un sujet touchy, mais je pense effectivement qu'il trafiquait de la drogue. Il ne me tombait pas dessus en fait. Oui, peut-être que sa sentence a été un peu plus violente parce que c'était un noir, c'est un homme musulman, peut-être, ça je ne le nie pas. Mais je pense que quand il dit oui, c'était des associés, je ne les connaissais pas, je n'étais pas le leader, je n'y crois absolument pas. Justement, quand on voit l'historique en fait, pourquoi ? Parce qu'il commence à voyager. Et effectivement, il va trouver l'islam dans ses voyages. Mais pourquoi est-ce que dès le départ, il quitte les États-Unis en fait? Pourquoi est-ce qu'il commence à aller dans plusieurs pays dès la base s'il n'était pas en cavale comme la connasse de Bad Vegan là? Ceux qui ont vu le truc savent pourquoi je suis autant en rage, mais pour moi oui, il était en cavale et justement c'est pour ça qu'il n'est pas autant virulent sur cette période. Il dit à chaque fois oui, je ne savais pas grand chose de l'histoire, mais finalement oui, le fait que je sois allé en prison, ça m'a permis de raffermir ma foi. Il raconte par exemple qu'en prison, l'une des choses qui l'a le plus frustré, c'est qu'il ne pouvait pas prier de façon normale et que beaucoup de musulmans en prison n'arrivent pas à prier de façon normale parce que les équipements ne sont pas faits pour, et que lui par exemple ne voulait pas prier en direction des toilettes parce qu'il avait l'impression de prier pour les toilettes. Bref, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du parcours de Loon. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez moins bien? Est-ce que vous comprenez le fait par exemple qu'il décide d'arrêter d'écouter sa propre musique et même quelque part de déconseiller aux gens de continuer à l'écouter en fait? Est-ce que pour vous c'est trop brutal? Est-ce que pour vous ça ne l'est pas? Ou alors est-ce que clairement on n'a rien à dire, c'est son choix et puis basta? Et d'ailleurs, est-ce que vous croyez à la bad boy curse? Est-ce que pour vous, même si lui vous dit qu'il n'y a pas de malédiction de bad boy et que lui financièrement ça s'est très bien passé, que lui et Didier ils sont toujours amis, même s'ils ont eu certains accrochages, ils se sont séparés très bien, ils se sont retrouvés très bien, est-ce que pour vous il y a quand même une malédiction chez Bad Boy? Et d'ailleurs, si vous dites qu'il y a une malédiction chez Bad Boy, est-ce que la malédiction pour vous c'est de quitter Bad Boy pour aller vers l'église en fait? Est-ce que le fait d'aller vers l'église, comme beaucoup d'artistes de ce label là, équivaut selon vous à une malédiction? Dites-moi tout dans les commentaires. Quelle était votre chanson préférée de Loon? Après, pour moi c'est pas un rapport exceptionnel en fait. En tant que fan de Maze et de Fabulous, Loon c'est cool mais c'est pas non plus ouf, mais ça nous a fait passer le temps en fait. Il y a des couplets qu'on a retenus, il y a des petites mimiques qu'on a kiffé. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager au maximum. Ah, et bien sûr, s'il vous plaît, restez respectueux. Et j'espère dans cette vidéo n'avoir blessé les sentiments religieux, parce que si c'est d'autres sentiments, ça je m'en fous, mais les sentiments religieux de personnes, parce que ça ce n'était pas mon but en fait. Et bien sûr, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.